Pour commencer, Donald Trump a promis lundi de faire une déclaration spéciale concernant la Fédération de Russie. À ce qu'il semble, des sanctions seront tout de même introduites. Certains experts russes ont fait une série de déclarations selon lesquelles il est possible que dans un avenir proche, nous voyions un nouveau document de la part de la Fédération de Russie, où selon des sources proches du dossier, la Fédération de Russie serait prête à faire quelques concessions sérieuses. Mais je ne pense pas qu'il y a un seul pays d'Europe qui pourrait survivre. Même l'Europe entière, je ne pense pas qu'il pourrait survivre si on leur met sur la tête ce qu'on a mis à la Russie. Ou si on le met sur la tête ce qu'on a mis à l'Iran. Ils ne survivront pas. Ils ne savent pas faire. Situation du front sur Military Submarine, comme je vous l'avais dit. On ne fera plus de situation de carte Military Submarine en anglais pour aider les autres personnes qui regardent, enfin qui écoutent la vidéo en podcast. Donc j'ai décidé que pour ce qui s'agit de la situation du front, je le ferai toujours avec les publications en français pour que vous puissiez vous aussi attendre ce qui se passe au front si vous conduisez ou si vous n'êtes pas attentif, et si vous êtes attentif au son plutôt qu'à l'image. Et je suppose, quand je vois les statistiques, que beaucoup de personnes regardent ces vidéos sur leur téléphone. Je crois que c'est plus de 3/4 des gens qui regardent. Donc pour certains, vous devez regarder en mettant vos écouteurs, et que l'image n'a pas forcément d'importance, mais par contre le son est très important pour vous. Et donc j'ai pris cela en compte. Voilà pourquoi je ne ferai plus de mise à jour de la situation du front en anglais, pour faciliter la compréhension et l'agrément, l'agréabilité ou le plaisir de suivre ces lives dans ce sens-là, sans avoir à aller rechercher, à lire les petits trucs en pointillés ou les sous-titres. Okay. Je vous salue les amis, vous êtes sur la chaîne Rapport Militaire et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de la situation en Ukraine au 11 juillet 2025. Aujourd'hui, il s'est passé un grand nombre d'événements très intéressants, alors allons-y. Et de façon générale, en ce moment, se tiennent des négociations très compliquées, et pas entre Zelensky, l'Ukraine et la Fédération de Russie, mais des négociations très difficiles entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et Sergei Lavrov. Un grand nombre de questions sont en discussion, et la question principale, comment vivre ensuite? Les Américains essaient d'entendre de la Russie de quelle manière la Fédération de Russie envisage de mettre fin au conflit. Va-t-il durer éternellement ou prendra-t-il fin d'ici 1 ou 2 mois? Que faire ensuite? Les Américains constatent que selon leur conception de la conduite des hostilités, l'armée russe n'avance pas si rapidement que ça. Et c'est pourquoi ils essaient de faire pression sur la Russie en le poussant à terminer le conflit avec ce qu'elle a déjà obtenu et ce qu'elle est parvenue à atteindre. Mais en tout cas, nous voyons avec vous que la partie russe, pour sa part, ne fait aucune concession et continue d'exiger la réalisation de ses objectifs initiaux. Et ici, il convient de remarquer que dans les prochains jours, on s'attend à beaucoup de nouvelles très intéressantes. Pour commencer, Donald Trump a promis lundi de faire une déclaration spéciale concernant la Fédération de Russie. À ce qu'il semble, des sanctions seront tout de même introduites. Du moins, c'est ce que disent beaucoup de personnes, beaucoup de sources. Les sanctions seront très sérieuses, jusqu'à introduire des tarifs de 500% sur tous les pays commerçants avec la Russie. C'est-à-dire non pas directement contre la Russie, mais contre ces pays qui commercent avec la Fédération de Russie. Des tarifs de 500% sur l'achat d'énergie. En d'autres termes, l'idée n'est pas seulement d'affaiblir la Russie d'une manière ou d'une autre, mais d'obliger de façon générale les États qui coopèrent avec la Fédération de Russie à reculer et à réduire leur activité commerciale. C'est-à-dire... Essayons juste de prendre de la hauteur un peu et de réfléchir. Les gens qui achètent principalement le pétrole russe, ce sont des Chinois. J'ai fait ma vidéo sur le dernier sommet des BRICS. Ou qu'est-ce que vous avez attendu Poutine dire par rapport au dernier sommet des BRICS? 1. Il faut continuer dans la dédollarisation. 2. Il faut encourager les échanges entre pays des BRICS en monnaie locale. 3. Il faut mettre en place un fonds indépendant de dépôt entre les pays des BRICS. Trump, il veut appliquer
des tarifs de 500% sur les gens qui achètent le pétrole. Mais sur quels produits? Sur les produits qu'ils envoient aux États-Unis. Et donc là, les États-Unis peuvent leur appliquer un tarif de 500%. Mais en réalité, c'est les 500% là, ils sont payés en droit de douane ou ils sont payés sur le consommateur américain? Parce que là, ça veut dire que ce sont les Américains qui n'achèteront plus ces produits. Or, nous savons que la guerre douanière contre la Chine a été perdue. Et donc, là, j'ai du mal à comprendre. Soit Trump, il se fout de la gueule des Européens, il se fout de la gueule de tout le monde. Soit, franchement, il faudra attendre que Charles Sana, parce que moi, je ne me fie plus aux élucubrations des plateaux de télé et des Occidentaux sur le décryptage ou les interprétations de ce que fait Trump. Je ne me fie plus à eux. Donc moi, j'attends Charles Gave, Charles Sana, Grand Angle, Libre et Riche, Tom Benoît. J'attends que ces gens-là, puisqu'ils sont plus avancés que moi dans l'économie, et moi, je me fie à leurs analyses, à leur indépendance, j'attends qu'eux décryptent ce que Trump annonce pour savoir ce qu'il en est. Parce que le pétrole russe est déjà sanctionné. Et si la dernière fois l'Estonie a voulu amarrer un chalutier qui transportait du pétrole russe, c'est bien parce que leurs sanctions ne marchent pas. Et s'il vous plaît, toujours précisez-moi si vous m'attendez bien, c'est très important. C'est parce que leurs sanctions ne marchent pas. Donc les tarifs de soi-disant 500% pour soi-disant empêcher la Russie de faire l'argent, ils vont le mettre à qui? Parce que la Russie accepte déjà que les gens lui payent en d'autres monnaies que la monnaie américaine. Les Indiens qui revendent le pétrole aux Européens et les Chinois qui consomment le pétrole eux-mêmes. Ce sont, je crois, eux qui sont les grands acheteurs des produits pétroliers chinois. Donc, à qui vont-ils mettre les 500%? Et surtout, le plus rigolo dans tout ça, c'est que les États-Unis eux-mêmes se fournissent principalement en uranium chez les Russes. Donc, eux-mêmes aussi, ils vont se mettre 500%. Il y a une sorte de tentative d'introduire peut-être même un certain embargo commercial, non seulement du côté des États-Unis, mais à forcer en général le monde entier à prendre de telles mesures. Eh bien, nous allons bien sûr observer comment l'histoire va se dérouler, mais déjà aujourd'hui, certains experts russes ont fait une série de déclarations selon lesquelles il est possible que dans un avenir proche, nous voyions un nouveau document de la part de la Fédération de Russie, où selon des sources proches du dossier, la Fédération de Russie serait prête à faire quelques concessions sérieuse concernant le règlement pacifique du conflit. Il est difficile de dire quelles concessions concrètes la Fédération de Russie est prête à faire. Peut-être un renoncement, disons, à la ville de Zaporizhia, la ville de Kherson, et à cette partie de l'oblast de Kherson. Peut-être autre chose encore, mais à ce qu'il semble, nous le saurons bientôt. Et pendant ce temps... Et franchement, soit ils ont quelque chose que nous ne savons pas, soit Trump il a quelque chose que nous ne savons pas sur la Russie, soit c'est du mensonge qu'on nous dit ici. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce que Trump il aurait dans ses sanctions qui justifierait que la Russie fasse des concessions des oblasts qu'elle n'a même pas fini de conquérir et que surtout elle est dans un moment où elle a totalement l'avantage sur le terrain, comme on pourra le voir ici dans ce résumé, mais aussi dans l'avancée et aussi dans la population ukrainienne. Parce que comme nous commençons à le voir, il disait tout le temps, oui, il y avait des brèches en Russie et tout ça, il se passe ceci en Russie et tout ça. Nous commençons à voir ça. De plus en plus de bâtiments de circonscription sont brûlés. Vous pensez qu'ils sont brûlés quoi? Parce que tous les soldats russes sont rentrés derrière les lignes ukrainiennes? Ou c'est la résistance ukrainienne qui sont en train de livrer ces bâtiments-là, ces choses-là, ou tous les bâtiments militaires cachés dans les villes pour accélérer la défaite de l'Ukraine.
Pourtant, la Fédération de Russie continue de porter des frappes massives sur le territoire ukrainien. Hier, par exemple, il a eu lieu une nouvelle frappe utilisant plusieurs centaines de drones et de missiles. Cette fois, la ville de Kiev a de nouveau été attaquée. Et maintenant, le tableau est le suivant. Les frappes sont très fréquentes, littéralement. Ok. Alors ça, si vous suivez la chaîne, vous savez bien que ici, nous ne découvrons rien d'exceptionnel. Ici, nous ne découvrons rien d'exceptionnel. Et quand j'ai suivi le live d'Idriss Aberkam, ici, il a dit vrai, ce qui est corroboré par les choses que nous avons déjà observées ici et les données que nous avons. Normalement, les Russes vont frapper l'Ukraine de plus en plus fort. Pourquoi je dis ça? Parce que la Russie avait fini la construction d'une usine de drones au Kazakhstan ou quelque chose comme ça. La Russie était en train de mettre en place la construction d'une usine de drones qui va produire, je crois, 500 ou je ne sais pas combien de drones ou 1000 drones par jour ou quelque chose comme ça. En tout cas, la production de drones va significativement augmenter du côté de la Russie. Ce qui fait que l'Ukraine sera inondée, le ciel ukrainien sera de plus en plus inondé par les drones russes. Et en même temps, concomitamment, nous avons les Russes qui détruisent tous les bâtiments qu'ils repèrent où les Ukrainiens seraient susceptibles de fabriquer des drones. Et donc, on est en train d'entrer dans ce qui était déjà vu pour les effectifs militaires. L'Ukraine et la Russie, on ne sait pas dans quel état ils ont commencé la guerre, mais l'Ukraine avait plus de pertes que les Russes et avait moins de conscrits que les Russes. On commence à le voir aujourd'hui, de plus en plus de brèches dans le front. À un moment, on a dit que l'Ukraine produit plus de drones que la Russie. Maintenant, quand on voit les chiffres, il n'y a même plus à discuter. La Russie produit plus de drones que l'Ukraine et en même temps détruit tout la fabrication ou ralentit la fabrication des drones par les Ukrainiens. Donc si vous prenez ces deux données, vous les croisez et vous rajoutez que pour que les missiles russes puissent facilement pénétrer le ciel ukrainien, il faut que le ciel ukrainien soit saturé, un peu comme le dôme de fer était saturé. Donc si vous envoyez 1000 drones, tous les vecteurs partout, ben, ça devient difficile pour les missiles ou le système anti-aérien ukrainien de pouvoir tout intercepter, et particulièrement les balistiques, parce qu'on sait qu'ils ont du mal à intercepter les Iskander, et encore plus les Kinjal, ou les missiles hypersoniques. Donc on est en train d'aller vers une catastrophe. Moi, je suis impatient, j'attends le demain avec impatience, j'attends de voir Trump annoncer ses sanctions, et surtout j'attends de voir qu'est-ce que la partie russe va en dire, et les personnes que moi je suis, en tout cas pour ce qui est du décryptage économique, donner leur avis sur les nouvelles sanctions que, soi-disant, les États-Unis et les Européens voulaient mettre en place depuis, qui allaient changer la donne. Parce que pour moi, pour ce qui est des sanctions économiques, la bombe nucléaire économique est tombée quelques jours après que la Russie ait lancé son offensive. Et quand ça n'a pas marché, ils sont allés jusqu'à détruire Nord Stream. Et maintenant que ça n'a pas marché, Van der Leyen envisage même de faire couler de la boue dans ce qui reste de Nord Stream pour s'assurer que l'Allemagne ne va pas succomber à la tentation de rebrancher Nord Stream, parce que sans ça, l'Allemagne est condamnée. À l'état où nous sommes, la récession de l'Allemagne, même si Merz fait le malin ou quoi que ce soit, et je pense que lui, il va perdre les élections ou les futures élections allemandes, c'est déjà écrit, parce qu'il ne fait rien pour permettre à l'Allemagne de repartir industriellement. Sans Nord Stream, l'Allemagne ne repartira pas. Et l'Allemagne va devenir un soumis des États-Unis. Parce qu'ils ont beau dire que c'est une industrie, mais pour qu'une industrie marche, il faut un coût de production faible. Et le coût de production faible ne peut se faire qu'avec de l'énergie moins chère. À moins que les Français soudainement fassent 10 réacteurs nucléaires d'un coup qui envoient toute l'énergie en Allemagne, l'Allemagne est cuite. Donc,
c'est écrit d'avance. On va voir que de plus en plus, ils avaient déjà commencé. Hein. Ils veulent absolument fermer l'AFDL. Ils veulent fermer l'AFDL puisque la victoire de l'AFDL est mathématique. Aux dernières élections, ils ont gagné, mais ils n'ont pas assez gagné pour éviter cette coalition. Cette coalition est venue en place. On voit bien qu'il y a des distensions dans cette coalition. Merz, il annonce quelque chose. Les autres, ils ne sont pas d'accord. On annule, on revient. Merz lui-même, il croyait qu'il allait être triomphant. Il n'a pas été bien élu. Il est fragilisé. Mais quand les Allemands vont prendre la facture de ce que Merz il est en train de faire, je pense que la prochaine fois, ils vont tous voter peut-être l'AFDL. Et quand l'AFDL va être en place, et c'est pour cela qu'ils veulent fermer, ils veulent couper Nord Stream maintenant pour éviter qu'on les rouvre et que l'Allemagne redevienne ce qu'elle était. Puisque l'Allemagne, si elle est devenue le numéro 1 en Europe, c'est parce qu'elle s'attendait bien avec la Russie. Tous les 1 ou 2 jours, et de nouveau une frappe. Et ces frappes sont menées en série. Par exemple, des frappes sur l'Ukraine de l'Ouest, puis sur Kiev, puis de nouveau, disons, sur l'Ukraine centrale, puis encore une fois sur Kiev. Donc elles alternent, mais chaque seconde frappe est massivement portée précisément sur la capitale ukrainienne. Et voici que nous voyons ensemble des itinéraires approximatifs de survol des drones et missiles. Environ 400 000 drones ont été utilisés, plusieurs missiles de croisière et quelques missiles balistiques. Et Kiev, bien sûr, a subi un bombardement massif, les frappes ayant visé principalement la partie ouest ainsi que le sud-est. Et voilà le genre d'image que nous avons pu observer encore hier matin, le 10 juillet, après une nouvelle frappe massive. Kiev en flammes, une fumée dense, des incendies, donc les dégâts infligés sont assez importants. Et remarquez que cette escalade se produit maintenant précisément après le dernier entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président de la Fédération de Russie. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu lors de cette conversation et maintenant, littéralement, dans une phrase sur 2 des déclarations de Trump pour la presse, on entend « Je ne suis pas satisfait de Poutine », c'est-à-dire que quelque chose s'est vraiment passé. Pour l'instant, on ne sait pas, mais bientôt. En tout cas, s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que probablement, il s'est rendu compte que mon gars, on va pas se coucher, mon gars. Ce tour-ci là, tu vas comprendre que ce que tu crois être, tu ne l'es peut-être plus. En tout cas, du côté russe, la méthode où les choses restent pareilles. Moi, je suis sûr que les Russes lui ont dit, si on n'a pas ce qu'on a demandé avec l'Ukraine, c'est pas grave. On va continuer. C'est comme les Iraniens. La société civile israélienne n'a jamais vécu la guerre sur son sol, ou en tout cas pas comme elle a voulu la faire en Iran. Ils se sont rendus compte que quand ils ont commencé à bombarder l'Iran, les Iraniens qui ont déjà connu ça se sont rassemblés contre eux. Ils pensaient que la société iranienne allait se diviser. Non, la société iranienne s'est soudée contre l'envahisseur. Et donc c'était cuit. Un renversement de régime, mon œil, c'est tu pouvais oublier. Et donc là, ils se sont rendus compte que voilà, pour la Russie c'est pareil. Plus on sanctionne, plus on met des trucs en place et quoi que ce soit, plus ça renforce Vladimir Poutine. Parce que concrètement, ils ont vu, les Russes ont vu, même si ce n'est pas rapporté par les pros-ukrainiens ou les faux ambassadeurs, les machins russes ou quoi que ce soit. Concrètement, la population russe a vu que ce qu'ils ont voulu faire en Iran, c'est ce qu'ils ont voulu faire à la Russie. Ils savaient que militairement, ils n'allaient pas taper la Russie. Donc, ils ont voulu asphyxier la population russe pour que la population russe se retourne contre Poutine. Mais c'est qu'ils n'avaient pas vu, comme ils ne pensent pas loin. Et aujourd'hui, tous les régimes en Occident sont pris dans ce défaut-là. Et c'est pour cela que je ne veux pas, et où je rejette l'idée de démocratie en Afrique, particulièrement les démocraties avec les mandats de 5 ans ou de 4 ans. Non, ça ne permet pas de voir si le mec il a réellement travaillé. Le mec, il va venir, il va mettre en place des choses pour les gens qui l'ont mis en pouvoir. Et ensuite, il va vous dire, j'ai pas eu assez de temps pour travailler, il me faut encore plus de temps pour que vous voyez les résultats que j'allais avoir. Et là, vous allez lui accorder un deuxième mandat ou même il va vous finir, comme Macron il a fait. Alors que quand il y avait des mandats de 7 ans, comme avant c'était en France, ou si jamais on met des mandats de 7 ans, ou de 6 ans, ou de 8 ans, la personne qui est venue au pouvoir, au bout de 5-6 ans, tu vois s'il a travaillé ou pas.
Et là, il n'y a même pas à discuter. Si au bout de 5-6 ans, on ne voit rien, tu ne peux pas dire que oui, il me faut plus de temps. Non, il ne te faut pas plus de temps. Tu es nul, tu pars. Et ils ont compris. Vous croyez qu'ils mettent des mandats courts là et tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez incapables de voir concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous et que vous les élisiez sur la base de promesses. C'est pour ça qu'ils font ça. Et donc en Russie, où il y a une vision qui est depuis longtemps, Poutine, quand il a vu que voilà, les Otaniens voulaient barber la Crimée, il leur a pris la Crimée. Quand il a vu les sanctions qu'ils lui ont mis, il a préparé son pays. La Russie est autosuffisante en matière d'alimentation et tout ça. Et c'est pour cela qu'ils ont survécu à la guerre qu'on leur a menée économiquement. Sans ça, la Russie tombait. C'est qu'ils ont mis à la Russie là. Si vous mettiez ne serait-ce que la moitié de cela à n'importe quel pays de l'Europe, il est cuit. Il est cuit. Parce que les pays européens n'ont pas la même production. Les États-Unis, peut-être, ils peuvent arriver parce qu'à cause de leur superficie et de différentes productions qu'ils ont chez eux, ils pourraient peut-être résister à ça. Mais je ne pense pas qu'il y a un seul pays d'Europe qui pourrait survivre. Même l'Europe entière, je ne pense pas qu'ils pourraient survivre si on leur met sur la tête ce qu'on a mis à la Russie. Ou si on le met sur la tête ce qu'on a mis à l'Iran. Ils ne survivront pas. Ils ne savent pas faire. Nous comprendrons. Est-ce un jeu ou est-ce que Denis essaie d'agir pour l'opinion publique, créer un peu à peu une situation qui justifiera ses actes, par exemple ce fameux lundi qui arrive dans quelques jours, ou bien est-ce que quelque chose de vraiment sérieux s'est produit et peut-être que Denis a reçu une réponse claire de la Fédération de Russie qu'aucune concession n'est possible. Nous allons observer. La situation est extrêmement complexe. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce live. Bon dimanche à vous et nous nous voyons la semaine prochaine. Peace out.